Je m'appelle Andrew, j'ai 36 ans, et j'ai vu mon frère détruire la seule chose que ma fille avait de sa mère. Et puis j'ai systématiquement démantelé sa vie entière. Avant que je ne vous parle de la ruine financière absolue que j'ai fait pleuvoir sur ma famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Le bruit n'était pas un fracas. C'était plutôt un craquement écœurant, suivi du tintement aigu du verre se brisant. C'était le bruit de 300 heures de travail, d'amour et de douleur physique anéanties en une fraction de seconde. La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence qui pèse, comme si l'air avait été aspiré de l'espace. Nous étions dans le salon de mes parents. C'était censé être une célébration. Ma fille Maya fêtait ses 8 ans. C'était le premier anniversaire depuis que sa mère, ma femme Elena, était décédée. L'air dans la maison était déjà vicié, rempli de sourires forcés et de ce regard apitoyé que les gens vous lancent quand vous êtes le veuf de la pièce. Mais Maya avait été heureuse un instant, juste un instant. Je venais de poser la vitrine en verre sur la table basse. À l'intérieur se trouvait l'esprit de Maya. Ce n'était pas juste une maquette de bateau. C'était un chef-d'œuvre. Elena avait passé les 6 derniers mois de sa vie à le construire. Quand le cancer s'était propagé à ses os, quand s'asseoir était une corvée, elle s'asseyait à son établi. Elle ponçait la coque faite du chêne de notre ancien jardin. Elle cousait les voiles avec la soie de sa robe de mariée. Elle gréait les minuscules cordages avec des doigts engourdis par la chimiothérapie. C'est magnifique, papa, avait murmuré Maya, les yeux grands ouverts, reflétant les minuscules canons en laiton poli. Elle a tendu la main, sa petite main tremblant juste un peu. Elle savait ce que c'était. Elle savait que maman l'avait fait. Puis il est entré. Kevin, mon petit frère, l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Il avait 32 ans, au chômage pour la 3e fois cette année, et tenait une bière dans une main et une part de gâteau à moitié mangée dans l'autre. Il titubait un peu. Il était 14 heures. Qu'est-ce que c'est que cette camelote, a bredouillé Kevin en trébuchant vers l'avant. Il n'a pas regardé Maya. Il ne regardait jamais Maya. Il ne regardait que les choses qu'il pouvait prendre ou les choses dont il pouvait se moquer. Kevin, fais attention, ai-je dit, la voix basse. Je me suis interposé entre lui et la table, mais ma mère, Suzanne, était soudainement là, me tirant par le bras. Oh, Andrew, laisse-le voir, a-t-elle roucoulé. Il s'intéresse juste au cadeau de sa nièce. Ne sois pas si protecteur. J'aurais dû la repousser. J'aurais dû attraper la vitrine et courir, mais j'ai hésité. Cette habitude ancrée d'obéir à ma mère. De ne pas faire de scène m'a retenu sur place une seconde de trop. Kevin a tendu le bras par-dessus mon épaule. Voyons voir s'il flotte, a-t-il ri. Un son bruyant et rauque qui m'a tapé sur les nerfs. Il a saisi la lourde vitrine en verre. Kevin, non, a crié Maya. C'était un son aigu et terrifié. Il l'a soulevé. Il m'a regardé, un sourire narquois sur les lèvres. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'était pas un accident imminent. C'était une démonstration de force. Il voulait me montrer qu'il pouvait toucher ce qui était à moi. Il voulait montrer que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il a incliné la vitrine. Le bateau a glissé à l'intérieur, heurtant le verre. Oups, a-t-il dit, puis il a lâché prise. Il ne l'a pas fait tomber. Il a ouvert ses mains. J'ai vu ses doigts s'écarter. La vitrine a heurté le parquet. Le verre a explosé. La coque en bois du navire, séchée et fragile, s'est brisée en deux, le mât, qu'Elena avait passé 3 semaines à sculpter sous une loupe, s'est réduit en allumettes. Les voiles, faites de la robe qu'elle portait quand elle a promis de m'aimer pour toujours, ont été déchirées par les éclats de verre de la vitrine. Maya n'a pas crié de nouveau. Elle s'est juste laissée tomber à genoux. Elle a essayé d'atteindre les morceaux, se coupant les mains sur le verre. Maya, non. Je me suis précipité en avant, l'attrapant, retirant ses mains. Son sang a coulé sur l'épave. Kevin se tenait là, regardant. Puis il a ri. Waouh. De la colle bon marché, hein? Ça s'est démonté assez facilement. Mon père, Robert, a levé les yeux de son journal dans le coin. Que s'est-il passé? C'est quoi ce bruit? Kevin a cassé le bateau d'Elena, ai-je dit. Ma voix me semblait étrange. Elle était creuse, comme si je parlais sous l'eau. Je ne l'ai pas cassé, a dit Kevin immédiatement, en prenant une gorgée de sa bière.
Je le tendais à la gamine et elle ne l'a pas attrapé. Petite chose glissante. Tu l'as fait tomber, ai-je dit. Tu l'as jeté. Andrew, soupira ma mère en roulant des yeux. Elle s'est approchée et a commencé à ramasser les plus gros morceaux de verre, les jetant négligemment dans une poubelle. Ne sois pas dramatique. C'était un accident. Kevin a dit qu'il a glissé. C'était le dernier cadeau d'Elena, ai-je dit. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine, une pression derrière mes yeux qui menaçait de faire exploser mon crâne. Elle l'a fait pendant qu'elle mourait, maman. Eh bien, ce n'est qu'un jouet, n'est-ce pas, a dit ma mère en s'essuyant les mains sur son tablier. On peut lui en acheter un autre. Un meilleur. Peut-être un en plastique qui ne se casse pas si facilement. Honnêtement, donner à un enfant quelque chose en verre, c'est juste de l'éducation parentale irresponsable, Andrew. J'ai regardé mon père. Il a haussé les épaules. Ton frère ne le pensait pas. Tu sais comment il est. Il est maladroit. Ne gâche pas la fête pour un bateau jouet. Gâcher la fête. Ma fille sanglotait par terre, serrant un morceau de bois cassé contre sa poitrine, saignant sur le tapis, et il s'inquiétait de l'ambiance de la fête. Kevin se dirigeait déjà vers la glacière pour prendre une autre bière. Ouais, détends-toi, Andy. J'achèterai une Barbie à la gamine ou quelque chose comme ça. On sera quitte. On sera quitte. J'ai regardé Maya. Elle me regardait. Ses yeux étaient rouges, remplis d'une confusion et d'une douleur qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait jamais connaître. Elle attendait que je répare ça. Ou si je ne pouvais pas le réparer, elle attendait que je fasse quelque chose. Que je sois son père, que je la protège. Pendant des années, j'avais été le pacificateur. C'est moi qui prêtais de l'argent à Kevin pour un loyer qu'il ne remboursait jamais. C'est moi qui réparais le toit de la maison de mes parents parce que Kevin n'avait pas le temps. C'est moi qui achetais les courses pour Thanksgiving. Je le faisais parce que je voulais une famille. Je le faisais parce que je pensais que si j'étais assez bon, assez serviable, ils finiraient par me traiter avec la même adoration qu'ils accordaient à Kevin. Mais en regardant les restes brisés de l'esprit de Maya, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un claquement bruyant. C'était silencieux. C'était le son d'une lourde porte d'acier qui se fermait et se verrouillait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé Kevin au visage suffisant. Bien que chaque fibre de mon être voulait transformer son nez en pulpe, je me suis levé. J'ai pris Maya dans mes bras. Très bien, ai-je dit. La pièce est redevenue silencieuse. Ma mère avait l'air soulagée. Bien. Je suis content que tu sois raisonnable. Maintenant, coupons le gâteau. Non, ai-je dit doucement. Nous partons. Ne sois pas comme ça, Kevin. Arrête de bouder. Tu agis comme une femme. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai mémorisé son visage. La façon dont sa mâchoire était légèrement molle, l'arrogance dans ses yeux. J'ai regardé les clés qui pendaient à la boucle de sa ceinture. Les clés de la Porsche 911 GT3 qu'il avait garée dans l'allée. Une voiture qu'il avait achetée il y a 3 jours, une voiture qui, selon lui, prouvait qu'il était un grand entrepreneur. Tu as raison, Kevin, ai-je dit. Ma voix était d'un calme terrifiant. Ce n'est qu'une chose. Les choses se cassent. Nous ne devrions pas être attachés aux objets matériels. Exactement, a dit Kevin en pointant un doigt vers moi. Écoute ton frère, Maya. Il commence enfin à avoir du sens. Je me suis tourné vers mes parents. Merci pour l'hospitalité. J'ai porté Maya jusqu'à la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis passé devant la Porsche jaune vive de Kevin. Elle brillait au soleil. C'était une belle machine, un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande. Elle valait environ 180 000 $. J'ai attaché Maya dans son siège auto dans ma modeste berline. Elle pleurait encore doucement. Je suis désolé, papa, a-t-elle octé. Je n'ai pas pu l'attraper. Ce n'est pas ta faute, bébé, ai-je murmuré en embrassant son front. Ce n'est pas ta faute. Alors que je contournais la voiture pour aller du côté conducteur, je me suis arrêté. J'ai de nouveau regardé la Porsche. J'en ai pris une photo mentale. Chaque courbe, chaque boulon. Ma mère pensait que je partais pour me calmer. Kevin pensait que je m'enfuyais comme un lâche. Il ne savait pas que je n'étais pas seulement Andrew,
le fils paillasson. Il ne connaissait pas les investissements qu'Elena et moi avions faits. Il ne connaissait pas la dette que j'avais discrètement rachetée. Et il ne savait certainement pas que l'homme qui est parti cet après-midi-là n'était pas le même homme qui était arrivé. Cet homme était parti. À sa place se trouvait un architecte de la ruine. Ce n'est qu'un jouet, avait dit maman. Ce n'est que du métal, ai-je murmuré à la Porsche. J'ai démarré ma voiture. Le moteur a ronronné. J'avais du travail à faire. Le trajet de retour fut silencieux. Maya s'est endormie d'épuisement, sa petite main serrant toujours un éclat de chaîne du bateau. Je conduisais en pilote automatique, mais mon esprit voyageait dans le temps. Pour comprendre pourquoi ma réaction allait être si nucléaire, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre l'injustice qui couvait depuis 30 ans. Mes parents ont toujours eu un favori. Ce n'était pas subtil. C'était un fait de la taille d'un panneau d'affichage dans nos vies. Kevin était le bébé miracle, né 6 ans après moi, alors qu'il pensait ne plus pouvoir avoir d'enfant. Il était l'enfant prodige. Quand j'avais que des A, on me disait « bon travail ». Quand Kevin avait un C-, il l'emmenait à la pizzeria pour célébrer ses efforts. Quand je cumulais 2 emplois au lycée pour acheter ma première Honda Civic cabossée, il louait mon indépendance. Quand Kevin a eu 16 ans, ils ont co-signé un prêt pour une Mustang neuve parce qu'il avait besoin d'une voiture fiable pour l'école. Mais le vrai coup de poignard dans le cœur, la blessure qui ne s'est jamais refermée, c'était Elena. Elena était l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture. J'étais en finance. Elle voyait le monde en ligne et en structure. Je le voyais en chiffres et en risques. Nous étions parfaits. Quand Elena est tombée malade il y a 2 ans, notre monde s'est effondré. Cancer du pancréas. C'est une condamnation à mort généralement, mais nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus avec tout ce que nous avions. Je me souviens de l'odeur de l'hôpital, cette piqûre antiseptique vive mélangée à l'odeur du café de la cafétéria. Je vivais pratiquement sur cette chaise à côté de son lit. Les traitements étaient coûteux. Même avec l'assurance, les franchises, les spécialistes, les médicaments expérimentaux, cela nous a épuisés. Je travaillais à distance depuis la chambre d'hôpital, négociant des actions, consultant pour des entreprises privées, faisant tout pour maintenir les flux de trésorerie positifs sans toucher à nos économies à long terme. Nous avions un fonds d'études pour Maya. Nous avions un fonds de retraite. Je refusais de toucher à l'avenir de Maya. Un soir, environ 4 mois avant sa mort, Elena passait une bonne journée. Elle était assise, dessinant sur son carnet. « Andrew, dit-elle, la voix rauque. Je veux faire quelque chose pour Maya. Quelque chose qui dure. Tu devrais te reposer, ai-je dit en ajustant son oreiller. J'aurai beaucoup de temps pour me reposer bientôt. Elle a souri d'un sourire triste et entendu. Je veux lui construire un bateau comme ceux que nous avons vus au musée de Boston, un symbole pour l'aider à naviguer dans les tempêtes. J'ai donc transformé la chambre d'amis en atelier. Je lui ai acheté les meilleurs outils. J'ai trouvé le bois. Pendant qu'Elena usait littéralement sa force vitale restante pour créer ce bateau, ma famille était. Eh bien, ils étaient eux-mêmes. Je me souviens d'avoir appelé ma mère un soir, épuisée, les larmes coulant sur mon visage parce que le médecin avait dit que la tumeur n'avait pas diminué. « Maman, c'est grave », ai-je étouffé. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. « Oh, Andrew, reste positif », a dit ma mère d'un ton dédaigneux. « Au fait, peux-tu transférer de l'argent à Kevin ? Il est un peu dans le pétrin avec son loyer. » Ses colocataires l'ont laissé tomber. « Maman, ma femme est en train de mourir », ai-je murmuré. « Je paie pour la chimio. Je ne peux pas payer le loyer de Kevin. »« Tu as un bon travail, Andrew ?» a-t-elle claqué. « Ne sois pas égoïste. La famille est de la famille. » Kevin traverse aussi une période difficile. Il est stressé à l'idée de trouver sa passion. Stressé à l'idée de trouver sa passion. Ma femme se battait pour respirer et Kevin était stressé parce qu'il ne voulait pas d'un travail de 9 à 5. J'ai raccroché. Je n'ai pas envoyé l'argent. Mon père m'a appelé 1 heure plus tard, me faisant la leçon sur la responsabilité et la fraternité. Avance rapide jusqu'à il y a 3 mois. Elena était partie depuis 9 mois. J'étais toujours noyé dans le chagrin, essayant d'être une mère et un père pour Maya. Mes parents nous ont invités à dîner. Kevin était là,
souriant comme un chat du Cheshire. Devinez quoi? A annoncé Kevin en claquant la main sur la table. Je lance une entreprise, une société de conseil en style de vie de luxe. C'est merveilleux, chérie, a applaudi maman. Et pour avoir l'air à la hauteur, il faut conduire la bonne voiture, a dit Kevin. Il a sorti une brochure. C'était une Porsche 911 GT3. Je vais me prendre ce petit bijou. Je l'ai dévisagé. Kevin, c'est une voiture à 6 chiffres. Tu n'as pas de travail. Maman et papa m'aident avec la compte, a dit Kevin d'un air suffisant. Et il co-signe le crédit. C'est un investissement, Andrew. Tu ne comprendrais pas. Tu es trop averse au risque. Mon estomac s'est noué. Mes parents, qui prétendaient ne pas pouvoir aider avec les frais funéraires d'Elena parce qu'ils étaient à court d'argent, co-signaient un prêt pour une voiture de sport de luxe pour leur bambin de 32 ans. Papa, ai-je dit en regardant mon père. Tu viens de me dire que tu t'inquiétais pour tes fonds de retraite. C'est différent, a grogné papa. Kevin a une vision. Nous devons le soutenir. De plus, les mensualités sont gérables si son entreprise décolle. Je n'ai rien dit alors. J'ai juste hoché la tête. Mais c'est ce jour-là que j'ai commencé à creuser. Vous voyez, je ne suis pas juste un type lambda de la finance. Je possède une firme spécialisée dans les actifs en difficulté et l'acquisition de dettes. Je suis un investisseur silencieux. J'achète de mauvaises dettes aux banques pour quelques centimes et ensuite je les restructure ou je les recouvre. Ma famille ne le savait pas. Pour eux, j'étais juste un cadre intermédiaire dans une banque parce que c'est ce que je leur avais dit. Je ne voulais pas qu'ils me demandent de l'argent. Après ce dîner, j'ai passé quelques appels. J'ai examiné les finances de mes parents. C'était pire que je ne le pensais. Ils avaient hypothéqué leur maison jusqu'au cou pour financer le style de vie de Kevin au fil des ans. Ils se noyaient. Et puis j'ai vu la demande de prêt pour la Porsche. C'était un prêt prédateur. Taux d'intérêt élevé, risque élevé, le genre de prêt accordé aux personnes avec un mauvais crédit qui cherchent désespérément à paraître riches. J'ai acheté la dette. Il m'a fallu environ 6 semaines pour finaliser les formalités administratives via une société écran que je contrôle. Techniquement, légalement, je possédais la créance sur la voiture de Kevin. Je possédais aussi la deuxième hypothèque sur la maison de mes parents. Je n'avais pas prévu d'en faire quoi que ce soit pour le moment. Je la gardais comme un filet de sécurité, peut-être pour les forcer à suivre un conseil financier plus tard. Je voulais les sauver d'eux-mêmes. Mais alors le verre s'est brisé. Puis Kevin a ri. Puis ma mère a appelé l'œuvre d'Elena un jouet. Alors que j'entrais dans mon allée, portant Maya endormie dans la maison, ce souvenir de l'hôpital, des mains fines et tremblantes d'Elena ponçant le bois, me brûlait l'esprit. Ils avaient pris la seule chose pure qui restait dans ma vie et l'avaient traitée comme un déchet. J'ai couché Maya dans son lit. Je l'ai embrassée sur la joue. Je suis descendu dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon coffre-fort. J'ai sorti le dossier intitulé « Dette de la famille Fletcher ». J'ai regardé les documents. J'ai regardé la clause concernant la reprise de possession et la liquidation des actifs. Kevin aimait cette voiture plus que n'importe quel être humain. C'était son identité. C'était son statut. D'accord, Kevin, ai-je dit à la pièce vide. Tu veux jouer avec des jouets? Jouons. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis à la table de la cuisine avec l'épave du bateau. C'était un travail pénible. J'avais une pince à épiler et une loupe, la même que celle qu'Elena avait utilisée. J'ai ramassé chaque éclat, chaque morceau de verre, chaque morceau de tissu déchiré. Je les ai étalés sur un drap blanc, essayant de voir si cela pouvait être sauvé. Impossible. La coque était fissurée le long de la quille. Le gréement délicat était un enchevêtrement de fils de cire et de désespoir. Alors que je fouillais dans les débris de la cale du navire, une section creuse où Elena avait caché les contrepoids, ma pince a heurté quelque chose en papier. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai soigneusement retiré. C'était un minuscule rouleau de papier, bien roulé et attaché avec un fil rouge. Mes mains tremblaient en le dénouant. Elena devait l'avoir mis là avant de sceller le pont. Je n'ai jamais su qu'il existait. Je l'ai déroulé. C'était son écriture. Faible, tremblante, mais indubitablement la sienne. Mon très cher Andrew, si tu lis ceci, quelque chose est arrivé au bateau. Je te connais.
Tu essaies probablement de le réparer en ce moment même. Tu te blâmes probablement. Arrête. Le bateau n'est que du bois et du tissu. Le vrai cadeau est le souvenir de l'amour. Mais Andrew, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Tu as un cœur d'or. Tu es l'homme le plus gentil que je connaisse. Mais ta famille, ils te consument. Ils prennent des morceaux de toi. Tout comme le cancer prend des morceaux de moi. Ne les laisse pas prendre l'héritage de Maya. Ne les laisse pas prendre ta joie. Arrête d'être le canot de sauvetage pour des gens qui percent des trous dans leur propre bateau. S'ils te font du mal, s'ils font du mal à Maya, promets-moi que tu arrêteras d'être le gentil garçon. Sois le père dont Maya a besoin. Sois le loup, pas le mouton. Je t'aime, mon courageux capitaine. Elena. J'ai fixé la note. Les larmes brouillaient ma vision, tombant sur le papier. Sois le loup. Elle savait. Même sur son lit de mort, elle voyait ce que je refusais de voir. Elle voyait que ma gentillesse était en fait une faiblesse. En cautionnant mes parents et Kevin, je ne les aidais pas. Je les laissais abuser de moi. Et maintenant, ils avaient abusé de Maya. J'ai essuyé mes yeux. Les larmes se sont arrêtées. Une clarté froide m'a envahi. J'ai pris mon téléphone. Il était 3 heures du matin. J'ai composé un numéro. Andrew a croassé une voix à l'autre bout. Il est 3 heures du matin. Est-ce que Maya va bien? C'était tante Sarah, la sœur cadette de ma mère. Elle était le mouton noir de la famille parce qu'elle refusait de céder à Kevin. Elle le voyait pour ce qu'il était, un parasite. Nous avions toujours été proches. Maya va bien, ai-je dit. Mais le bateau est parti. Kevin l'a détruit. Ce petit salaud, a sifflé Sarah. Il n'y a eu aucune hésitation. Pas de, était-ce un accident? Elle savait. J'en ai fini, Sarah, ai-je dit. Je vais tout brûler. Pas littéralement, mais je vais tout prendre. Dis-moi ce dont tu as besoin, a-t-elle dit. Elle ne m'a pas demandé de me calmer. Elle était avocate, un requin à sa manière. Elle attendait cet appel depuis des années. Où sont-ils, ai-je demandé. Kevin et mes parents. Ils partent demain matin pour un voyage de 3 jours à Martha's Vineyard, a dit Sarah. Maman l'a posté sur Facebook, célébrant la résilience familiale, c'est comme ça qu'elle l'a appelé. Tu peux croire ce culot? Est-ce que Kevin conduit la Porsche? Non, a dit Sarah. J'ai parlé à maman plus tôt. Ils prennent le SUV de papa parce qu'il y a plus de place pour les bagages. Kevin laisse la Porsche dans le garage de maman et papa. Il est parano à l'idée de la garer au terminal du ferry. Il a dit qu'il ne voulait pas que des roturiers l'arrêtent. Le garage, ai-je dit. Parfait. Andrew, a averti Sarah, sa voix baissant. Ne fais rien d'illégal. Ne fracasse pas la voiture. C'est du vandalisme. Tu iras en prison. Je ne vais pas la fracasser, ai-je dit. Je suis le créancier garanti, Sarah. Techniquement, j'ai le droit d'inspecter ma garantie si je soupçonne qu'elle n'est pas entretenue correctement. Et il se trouve que je sais quelque chose d'intéressant. Quoi? J'ai vérifié la base de données des assurances il y a 1 heure. Kevin a laissé la police d'assurance expirer hier. Il a annulé la couverture tout risque pour économiser de l'argent pour le voyage. Il s'est dit que comme elle est dans un garage fermé pendant 3 jours, il n'a pas besoin de payer la prime ce mois-ci. Sarah a ri. C'était un son sombre et méchant. Il conduit une voiture à 6 chiffres sans assurance. Techniquement, il est en violation du contrat de prêt, ai-je dit. Ce qui signifie que le prêt est en défaut, ce qui signifie que l'actif est sujet à une reprise de possession ou à une sécurisation immédiate. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais effectuer un peu d'entretien, ai-je dit. As-tu toujours le double des clés de la maison de maman? Celui qu'elle t'a donné pour les urgences? Je l'ai. Je serai là dans 1 heure, Andrew, a-t-elle dit. Fais-lui mal. Oh, ça va faire mal, ai-je promis. Ça va lui coûter tout. J'ai raccroché. Je suis allé au sous-sol. J'ai attrapé mes boîtes à outils. Pas le marteau et les clous de la maison. J'ai attrapé mon ensemble de mécanique de précision, les clés à cliquet, les clés dynamométriques, les pinces coupantes, les embouts spécialisés que j'utilisais pour travailler sur ma propre voiture.
Je n'allais pas frapper la Porsche avec une batte. C'est émotionnel. C'est désordonné. J'allais la démanteler. J'allais la déconstruire pièce par pièce, boulon par boulon. J'ai regardé le bateau briser une dernière fois. Je te le promets, elle, ai-je murmuré. Fini le mouton. La porte du garage s'est ouverte silencieusement. Tante Sarah m'avait laissé entrer puis était partie prendre le petit déjeuner avec un ami à 2 villes de là, établissant son alibi. J'étais seul dans le ventre de la bête. Elle était là. La Porsche 911 jetait 3 jaunes de course. C'était une pièce de machinerie stupéfiante. Les lignes aérodynamiques, l'aileron arrière massif, les freins en céramique. Elle sentait le cuir neuf et la cire à pneus. C'était la fierté de Kevin. C'était la manifestation physique du favoritisme de mes parents et de l'arrogance non méritée de Kevin. J'ai enfilé une paire de gants en nitrile. J'ai allumé les lampes de travail à haute intensité que j'avais apportées. Je n'étais pas là pour vandaliser. Le vandalisme, c'est rayer la peinture ou crever les pneus. C'est de la petite délinquance. Ce que j'étais sur le point de faire, c'était de la déconstruction structurelle. J'ai commencé par le compartiment moteur. Le capot s'est ouvert d'un clic doux. Le moteur 6 cylindres à plat était là, un concentré de puissance. J'ai sorti mon jeu de cliquet. Clic, tourne. Relâche. J'ai retiré les boulons retenant la barre anti-rapprochement. Je les ai placés dans un seau. Puis je suis allé plus loin. J'ai débranché la batterie. J'ai déboulonné l'alternateur. J'ai desserré les supports moteurs, les lourds boulons qui maintiennent le moteur au châssis. Je ne les ai pas retirés complètement. Je les ai juste assez desserrés pour que le moteur ne soit plus sécurisé. Il reposait là par gravité et par habitude. Je suis passé à la suspension. J'ai soulevé la voiture à l'aide du cric hydraulique que j'ai trouvé dans le coin. Papa a toujours eu de bons outils qu'il n'utilisait jamais. J'ai enlevé les roues. J'ai retiré les étriers de frein. Pas complètement. J'ai juste retiré les boulons de montage. Les étriers pendaient maintenant par les conduites de frein. Si quelqu'un essayait de conduire ça, au moment où il freinerait, les étriers se détacheraient, détruisant instantanément les roues et le système de freinage. Mais je n'essayais pas de le tuer. Je savais que la voiture ne sortirait même pas de l'allée. Je suis passé à l'intérieur. J'ai enlevé les panneaux de garniture. J'ai trouvé le faisceau de câblage principal, le système nerveux central de la voiture. Je ne l'ai pas coupé. Couper est évident. Au lieu de cela, j'ai trouvé les broches des connecteurs. J'ai utilisé un minuscule outil de crochetage pour retirer légèrement les broches des connecteurs en plastique. Ils semblaient connectés, mais il n'y avait aucun contact électrique. J'ai fait cela pour l'allumage, pour la pompe à carburant, pour le module de commande de la transmission. Puis vint la pièce de résistance, les vis et les boulons. J'avais apporté un seau de boulons rouillés et foirés d'une casse. J'ai pris les boulons en acier allemand de haute qualité que j'avais retirés de la Porsche, des centaines d'entre eux, et je les ai jetés dans un sac pour les emporter. À leur place, j'ai dispersé les boulons rouillés et foirés sur le sol du garage. J'en ai laissé quelques-uns dans le compartiment moteur. J'en ai laissé quelques-uns sur le siège du conducteur. J'ai fait en sorte que la voiture ait l'air de s'être simplement désintégrée, ou plutôt comme si quelqu'un avait essayé de la réparer et avait misérablement échoué. Ça m'a pris 6 heures. Quand j'ai eu fini, la sueur coulait dans mon dos. Mes mains étaient couvertes de graisse. La voiture avait l'air parfaite à 1,5 mètre de distance. La peinture brillait. La posture était agressive, mais ce n'était qu'une coquille. C'était un fantôme. Le moteur était déconnecté. La suspension flottait librement. L'électronique était morte. Les freins étaient détachés. Ce n'était plus un véhicule. C'était un tas de pièces coûteuses reposant à proximité les unes des autres. J'ai reculé et je me suis essuyé le front. Je ressentais un étrange sentiment de calme. C'était la même concentration que j'utilisais pour analyser une structure de dette complexe. J'avais analysé l'actif, identifié les points faibles et liquidé sa valeur. J'ai regardé le seau de boulons que j'emportais avec moi. C'étaient les seules choses qui maintenaient la voiture ensemble. Sans eux, la Porsche ne valait rien. Pour la remonter, il faudrait plus de main-d'œuvre que la valeur de la voiture. Il faudrait la reconstruire à partir de zéro. J'ai rangé mes outils. J'ai effacé mes empreintes.
J'ai laissé une chose derrière moi. Sur le siège du conducteur, juste sur le cuir immaculé, j'ai placé un seul éclat de verre dentelé de la vitrine du bateau. Juste un petit morceau, un rappel. J'ai fermé le garage à clé. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la ferraille de l'autre côté du comté. J'ai pris le sac de boulons Porsche haut de gamme, en titane, en aluminium, en acier de haute qualité, probablement pour 5000 $ de fixation. Je les ai jetés dans le bac à ferraille mixte. « Qu'est-ce que tu as là ?» a demandé le gars de la casse en mâchant un cure-dent. « Juste quelques vis en vrac, ai-je dit. Je nettoie le garage. Je t'en donne 10 $ pour le poids. Garde-les, ai-je dit. Ce n'est pas une question d'argent. Je suis rentré chez moi. J'ai serré Maya dans mes bras. Nous avons commandé une pizza. Pour la première fois depuis la fête, j'ai respiré facilement. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'il rentre. 3 jours plus tard, dimanche après-midi, j'étais assis dans ma voiture, garée au bout de la rue de la maison de mes parents. J'avais mon avocat, Harrison, avec moi. Harrison était un requin en costume 3 pièces. Il s'occupait de mes acquisitions d'entreprise. Il savait exactement qui j'étais et combien je valais. « Tu es sûr de ça, Andrew ?» a demandé Harrison en ajustant ses lunettes. « Ça va être théâtral. »« Ils aiment le théâtre », ai-je dit en regardant la rue. « Donnons-leur un spectacle. » Le SUV de mes parents est entré dans l'allée. Ils avaient l'air bronzés et heureux. Kevin a sauté de la voiture, portant des lunettes de soleil et un polo avec le col relevé. Il ressemblait à l'affiche de l'enfant aux privilèges non mérités. J'ai regardé Kevin se diriger directement vers le garage. Il n'a même pas aidé à décharger les sacs. Il voulait son bébé. J'ai fait signe à Harrison. C'est l'heure. Nous sommes sortis de la voiture et avons commencé à marcher vers la maison. La porte du garage s'est ouverte. J'ai vu Kevin debout, admirant la voiture. Il a fait le tour, passant la main sur l'aileron. « Et » ai-je appelé. Kevin s'est retourné. Il m'a vu. Son visage s'est assombri. Mes parents sortaient juste de la maison. « Andrew » a dit ma mère en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es venu t'excuser d'avoir gâché la fête ? » Pas exactement, ai-je dit. J'ai remonté l'allée, Harrison à mes côtés. « Qui est-ce » a demandé mon père en lorgnant le costume coûteux de Harrison. « C'est Monsieur Harrison » ai-je dit. « C'est mon avocat. » Avocat, Harry Kevin. « Quoi ? Tu me poursuis pour le bateau jouet ? Grandis, Andrew. Je t'ai dit que j'achèterais une Barbie à la gamine. Je ne suis pas là pour le bateau, ai-je dit calmement. Je suis là pour la voiture. Kevin a ricané. Ma voiture ? Qu'est-ce qu'elle a ? Jaloux. Je suis ici pour inspecter la garantie, ai-je dit. Kevin avait l'air confus. De quoi tu parles ? Vas-y, Kevin, ai-je dit. Démarre là. Je veux entendre ce moteur ronronner. Kevin a roulé des yeux. T'es tellement bizarre, mec. D'accord. Regarde et pleure. Il a ouvert la porte. Il s'est arrêté quand il a vu l'éclat de verre sur le siège. Il l'a ramassé, a froncé les sourcils et l'a jeté de côté. Il n'a pas fait le lien. Il était trop stupide. Il s'est assis sur le siège du conducteur. Il a mis la clé dans le contact. Il l'a tournée. Rien. Pas un clic. Pas un vrombissement. Silence de mort. C'est quoi ce bordel, a marmonné Kevin. Il l'a tourné à nouveau. Rien. La batterie doit être morte, a dit mon père. C'est une voiture neuve, a crié Kevin. Il a frappé le volant de frustration. Peut-être que tu devrais vérifier le moteur, ai-je suggéré. Kevin a ouvert le capot. Il est sorti et s'est dirigé vers l'arrière de la voiture où se trouve le moteur sur une 911. Il a soulevé le capot moteur. Or, la gravité est une chose amusante. Elle fonctionne que vous y croyez ou non. Quand j'avais desserré les supports moteurs, le moteur restait en place, principalement par friction et par la tension des durites environnantes. Mais la vibration de Kevin claquant la porte et montant dans la voiture l'avait déplacé juste assez. Lorsque le capot s'est levé, le support a bougé. Il y a eu un bruit sourd. Le bloc moteur a chuté d'environ 15 cm,
s'écrasant sur la barre stabilisatrice arrière. Il n'est pas tombé de la voiture, mais il s'est affaissé visiblement, s'inclinant à un angle inquiétant. Plusieurs durites se sont rompus, projetant du liquide de refroidissement et de l'huile sur l'allée immaculée. « C'est quoi ce putain de bordel ?» a crié Kevin en sautant en arrière. Puis une roue, celle arrière gauche, a décidé de se joindre à la fête. Parce que les écrous de roue étaient desserrés, je les avais serrés à la main. La secousse soudaine de la chute du moteur a fait basculer la roue vers l'intérieur. On aurait dit que la voiture s'était cassé la cheville. « Ma voiture » a hurlé Kevin. « Qu'est-il arrivé à ma voiture ?» Mes parents regardaient, horrifiés. La belle Porsche jaune était maintenant un gâchis qui fuyait et s'affaissait. « Toi » Kevin s'est retourné, pointant un doigt tremblant vers moi. « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as saboté. » « C'est une accusation grave » a dit Harrison d'un ton suave. « J'appelle la police » a crié Kevin en cherchant son téléphone. « J'appelle les flics. »« Tu vas aller en prison, Andrew. »« Vas-y » ai-je dit. « Appelle-les. » Ma mère s'est précipitée. « Andrew, qu'as-tu fait ? Pourquoi ferais-tu ça ? » « Je n'ai rien fait d'illégal » ai-je dit. « J'ai juste libéré les pièces. » La police est arrivée 10 minutes plus tard. 2 voitures de patrouille. Kevin était pratiquement en train de baver, leur disant que j'avais détruit sa propriété. L'officier, un type costaud nommé Sergent Miller, s'est approché de moi. « Monsieur, ce monsieur dit que vous avez vandalisé son véhicule. »« Ce n'est pas son véhicule, ai-je dit. »« Pardon » a crié Kevin. « Mon nom est sur la carte grise. »« Et qui est le créancier garanti » ai-je demandé. J'ai fait un signe de tête à Harrison. Il a ouvert sa mallette et a remis un document à l'officier. « Officier » a dit Harrison, « mon client, Andrew Fletcher, est l'unique propriétaire d'Apex Debt Holdings LLC. Il y a 3 mois, Apex a acquis le prêt pour ce véhicule auprès de la banque d'origine. De plus, il y a 48 heures, l'emprunteur, Monsieur Kevin Fletcher, a violé les termes du contrat de prêt en ne maintenant pas une couverture d'assurance tout risque. Le véhicule est en défaut. » L'officier a regardé les papiers. Il a regardé Kevin. « Est-ce vrai ? Avez-vous annulé l'assurance ? » Je changeais juste de fournisseur, a balbutié Kevin. Je devais la renouveler lundi. Conduire ou entreposer un véhicule non assuré financé par un prêt garanti est une rupture de contrat, a poursuivi Harrison. Le contrat stipule qu'en cas de rupture, le prêteur a le droit de sécuriser l'actif. Le sécuriser, a crié Kevin. Il l'a détruit. Regardez. En fait, je me suis avancé, j'ai effectué un audit structurel. J'ai constaté que le véhicule était mal assemblé. J'ai commencé le processus de sa mise hors service pour le vendre en pièces détachées afin de récupérer ma perte. Puisque la dette est en défaut, et que l'actif, ce tas de métal, est légalement à moi pour en disposer, je peux en faire ce que je veux. Le silence qui a suivi était plus fort que le bruit du bateau se brisant. Le visage de mon père est devenu blême. Tu possèdes le prêt. Tu es la banque. Je possède tout, papa, ai-je dit. Je possède la créance de la voiture. Et j'ai sorti un autre papier. Je possède la 2e hypothèque sur cette maison. Ma mère a haleté, se tenant la poitrine. Quoi ? J'ai acheté vos mauvaises dettes, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. Je l'ai fait pour vous protéger. J'allais l'annuler. J'allais vous laisser vivre ici sans loyer pour le reste de votre vie. J'allais finir par payer la voiture de Kevin pour qu'il puisse prendre un nouveau départ. J'ai regardé Kevin, qui tremblait, mais ensuite, vous avez brisé le cœur de ma fille. Vous avez ri de la mémoire de ma femme, et vous avez appelé ça un jouet. J'ai montré du doigt la Porsche affaissée et qui fuyait. Alors maintenant, Kevin, tu n'as pas de voiture. Tu as un tas de ferraille. Et comme tu as annulé l'assurance, tu ne peux pas faire de réclamation pour les dommages. Tu dois toujours le montant total du principal de 180 000 $. Mais ne t'inquiète pas, tu ne le dois pas à la banque. J'ai souri, un sourire froid de loup. Tu me le dois à moi. Le policier a regardé les papiers, puis moi, puis la voiture, puis Kevin. Il a essayé de cacher un sourire. Il a rendu les papiers à Harrison. Eh bien, a dit le sergent Miller, cela ressemble à une affaire civile. Si la propriété est établie,
il n'y a pas de crime de vandalisme ici. Vous ne pouvez pas vandaliser votre propre propriété. Mais il l'a ruiné, a gémi Kevin. Il avait l'air d'un enfant de 5 ans. Réglez ça au tribunal, mon garçon, a dit l'officier. Il m'a salué d'un signe de tête et s'est éloigné. La police est partie. Nous étions debout dans l'allée. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Andrew? Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Andrew, s'il te plaît. C'est ton frère. Non, ai-je dit. C'est un mauvais investissement. Et vous aussi. Harrison a tendu une épaisse enveloppe à mon père. M et Madame Fletcher, ceci est un avis de quitter les lieux puisque l'hypothèque est en défaut de paiement. Je crois que vous avez manqué les 3 derniers paiements, comptant sur Andrew pour vous aider plus tard. Apex Debt Holdings exerce son droit de saisie. Tu nous mets dehors? A murmuré mon père. Il avait l'air vieux, soudainement très vieux. Je vous donne 30 jours, ai-je dit. C'est plus généreux qu'une banque ne le serait. Je vous suggère de vendre le SUV. Vous aurez besoin de l'argent pour la caution d'un appartement. Un petit. Comment peux-tu faire ça? Kevin s'est avancé, les poings serrés. Nous sommes une famille. J'ai ri. C'était un rire sec, sans humour. Une famille, ai-je demandé. La famille, c'est la femme qui a passé son dernier souffle à fabriquer un cadeau pour son enfant. La famille, c'est la fille qui a pleuré jusqu'à s'endormir parce que son oncle pensait que la cruauté était drôle. Vous n'êtes pas une famille, Kevin. Vous êtes un passif. Je me suis tourné pour partir. Attends. Kevin a attrapé mon bras. Je me suis retourné vivement. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé avec une telle intensité qu'il a tressailli et a lâché prise. Les boulons, ai-je dit calmement. Les boulons qui maintenaient cette voiture ensemble. Je les ai jetés, tout comme tu as jeté mon respect. Si tu veux réparer cette voiture, tu devras acheter chaque vis en Allemagne. Ça te coûtera environ 30 000 $ de pièces et de main-d'œuvre. Mais tu n'as pas 30 000 $, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas de travail. Andrew, s'il te plaît, a sangloté ma mère. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez les uns les autres, ai-je dit. C'est ce que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas? Vous 3 contre le monde. Eh bien, vous avez gagné. Je me retire de l'équation. Je me suis dirigé vers ma voiture. Harrison m'a suivi. En ouvrant la portière, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Kevin donnait des coups de pied dans le pneu de la Porsche. Le pare-choc est tombé avec un fracas. Mes parents s'enlaçaient, pleurant dans l'allée d'une maison qui ne leur appartenait plus. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la joie. C'était de la légèreté. Le poids de 30 ans à essayer de leur plaire, à essayer d'acheter leur amour, à essayer d'être assez bien, avait disparu. Je suis monté dans la voiture. C'était brutal, a dit Harrison alors que nous nous éloignions. C'était nécessaire, ai-je répondu. Que veux-tu faire de l'épave de la voiture, a-t-il demandé. Techniquement, nous devons la remorquer. Laisse-la là pendant les 30 jours, ai-je dit. Laisse-les la regarder tous les jours pendant qu'ils font leur carton. Que ce soit la pièce maîtresse de leur jardin. Je suis rentré chez moi, auprès de Maya. Elle était assise à la table de la cuisine, en train de dessiner. Papa, a-t-elle demandé. Tu l'as réparé? Je me suis assis à côté d'elle. Non, ma chérie. Le bateau est parti. Mais j'ai réparé autre chose. J'ai réparé la fuite. Quelle fuite? Celle qui faisait couler notre bateau, ai-je dit. Je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait sûre. La toxicité avait disparu. Les parasites étaient coupés. J'avais été le loup et ma meute, ma fille et moi, nous allions nous en sortir. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce que quand vous détruisez le monde d'un enfant prodige, il ne s'évanouit pas simplement. Il riposte. Et ce que Kevin a fait ensuite? Eh bien, c'est une histoire pour les tribunaux. Les 30 jours qui ont suivi la confrontation dans l'allée ont été un accident de voiture au ralenti pour mes parents et Kevin. Je ne suis pas resté pour le voir quotidiennement, mais tante Sarah m'a donné les grandes lignes. Elle a appelé ça le « grand désencombrement de l'illusion ».
Comme j'avais saisi la maison, ils ont dû déménager. Pour la première fois de leur vie, ils ont dû faire face aux mathématiques de leur propre existence sans mes subventions. Il s'avère que lorsque vous n'avez pas un fils qui paie discrètement les factures d'électricité et les impôts fonciers, la vie devient très vite chère. Ils ont organisé un vide-grenier. C'était moins une vente qu'un aveu public de défaite. Sarah m'a dit que les voisins passaient, fouillant dans les restes de leur vie de haut standing. Kevin a essayé de vendre sa collection de baskets de marque. Il se tenait là, marchandant des Air Jordan avec un adolescent pour $50 désespérés. L'humiliation était palpable. La Porsche, ou plutôt le squelette de la Porsche, est resté dans l'allée jusqu'au tout dernier jour. C'était un monument à l'orgueil démesuré. Quand la dépanneuse est finalement venue l'emporter, Kevin aurait pleuré. Il n'a pas pleuré pour la maison. Il n'a pas pleuré pour la douleur qu'il a causée à Maya. Il a pleuré pour le métal jaune qui représentait l'homme qu'il prétendait être. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un complexe près de l'autoroute. Ce n'était pas un mauvais endroit, mais c'était bruyant et petit. Il n'y avait pas de garage, pas de chambre d'amis, et surtout, pas de public pour leurs performances. J'ai coupé tout contact. J'ai bloqué leur numéro. J'ai configuré des filtres de mails qui envoyaient tout ce qui venait d'eux directement dans un dossier que j'ai nommé « l'abîme ». Je ne le vérifiais pas. La vie avec Maya a commencé à changer. La tension qui avait habité mes épaules pendant des années, l'attente constante de la prochaine crise, s'est finalement évaporée. Nous avons commencé une nouvelle routine. Chaque samedi matin, au lieu d'attendre près du téléphone un appel culpabilisant de ma mère, Maya et moi allions au magasin de bricolage. Je veux apprendre, papa, m'avait-elle dit environ 2 mois après l'incident. Je veux fabriquer des choses comme maman. Mon cœur s'est brisé et guéri en même temps. Je lui ai acheté une petite boîte à outils sécurisée pour enfants. Nous avons commencé simplement, un nichoir, une boîte à bijoux. Un après-midi, environ 1 an plus tard, j'étais dans la cuisine à préparer le dîner. La maison sentait l'ail et le poulet rôti. Maya était dans le salon, ponçant un morceau de pain pour une étagère que nous construisions. Papa, a-t-elle appelé. Regarde, c'est lisse comme du beurre. Je suis entré et j'ai passé ma main sur le bois. C'était parfait. Elle avait la concentration d'Elena. Elle avait les mains d'Elena. Tu es une naturelle, bébé, ai-je dit en embrassant le sommet de sa tête. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était tante Sarah. Nous nous retrouvions pour un café une fois par mois pour prendre des nouvelles. Elle était le seul lien avec l'ancien monde. Tu ne devineras jamais où j'ai fait laver ma voiture aujourd'hui, a dit Sarah, sa voix dégoulinant de cette sorte de plaisir de la justice immanente. Je ne sais pas, ai-je dit en remuant les pattes. L'endroit sur Maine? Non, le nouveau centre de detailing haut de gamme à Westbury. Prestige Auto Spa. Tu sais lequel? J'ai fait une pause. Je le connaissais très bien. Prestige Auto Spa était une franchise. Environ 6 mois auparavant, ma société, Apex Debt Holdings, s'était diversifiée. Nous avions acheté une participation de 40% dans le groupe régional de franchise qui possédait ces emplacements. J'étais un associé commanditaire. Mon nom n'était pas sur la porte, mais mon capital était dans les murs. Oui, je le connais, ai-je dit. Bon service. Excellent, a dit Sarah. Surtout le gars qui frottait les jantes. Il y allait vraiment avec la brosse à dents. Il avait l'air fatigué, Andrew. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'ai arrêté de remuer. Kevin. Kevin, a confirmé Sarah. Il est le de télé junior. C'est un mot chic pour le gars qui nettoie la poussière de frein et passe l'aspirateur sur les tapis de sol. Il portait un uniforme avec son nom dessus. Il ne m'a pas vu. J'étais assise dans le hall derrière une vitre teintée. Je me suis appuyé contre le comptoir. Kevin, l'homme qui pensait que le travail manuel était en dessous de lui, l'homme qui pensait qu'une Porsche était son droit de naissance, nettoyait maintenant la boue des voitures de luxe des autres. Avait-il l'air humble, ai-je demandé. Il avait l'air brisé, a dit Sarah. Mais il travaillait. Pour la première fois de sa vie, il transpirait réellement pour un salaire. Et Andrew? Il conduisait une Corolla de 10 ans. Elle avait une bosse sur l'aile. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Et maman et papa, ai-je demandé. C'était la première fois que je posais la question à leur sujet en 1 an.
Ils survivent, a dit Sarah. Papa a trouvé un emploi à temps partiel comme agent d'accueil chez Walmart. Maman est. Eh bien, maman est maman. Elle se plaint à quiconque veut bien l'écouter de la façon dont son fils ingrat les a abandonnés. Mais elle apprend à utiliser des coupons de réduction. Ils ne meurent pas de faim, Andrew. Ils vivent juste la vie qu'ils peuvent réellement se permettre. Bien, ai-je dit. C'est bien. Il y a encore une chose, a dit Sarah, sa voix s'adoucissant. Maman m'a donné une lettre pour toi. Elle m'a supplié de la prendre. Je ne l'ai pas ouverte. La veux-tu? J'ai regardé Maya. Elle fredonnait une chanson pour elle-même, soufflant la sueur de bois. Elle était heureuse. Elle était en sécurité. Elle ne marchait pas sur des œufs, se demandant si son oncle allait encore lui briser le cœur. Non, ai-je dit fermement. Brûle-la, Andrew. Brûle-la, Sarah. Si elle veut s'excuser, elle peut s'excuser au vent. Si elle veut de l'argent, elle peut demander à Kevin. Il a un travail maintenant. Tu es un homme dur, Andrew Fletcher, a dit Sarah. Mais je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je devais l'être, ai-je répondu. Pour elle. Cette nuit-là, après avoir couché Maya, j'ai conduit jusqu'à Westbury. Je ne suis pas entré. Je me suis juste garé de l'autre côté de la rue du Prestige Auto Spa. Il était tard, juste avant la fermeture. J'ai vu une silhouette en bleu de travail pousser un seau à serpillière sur le sol de la baie. C'était Kevin. Il avait l'air plus mince. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Il s'est arrêté pour s'essuyer le front avec sa manche, puis s'est penché pour ramasser un chiffon que quelqu'un d'autre avait fait tomber. Il a levé les yeux une seconde, fixant la rue. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la distance. Moi dans l'ombre de ma voiture. Lui sous les dures lumières fluorescentes de la baie de lavage. Je ne pense pas qu'il m'ait reconnu. Je conduisais une voiture différente et il faisait sombre. Mais il a hésité. Un regard d'épuisement profond sur son visage. J'ai mis la voiture en marche. Je n'ai pas ressenti le besoin d'aller là-bas et de me vanter. Je n'avais pas besoin de lui dire que chaque heure qu'il travaillait, une fraction de centime de son travail allait dans ma poche en tant qu'actionnaire. L'ironie suffisait. L'univers avait équilibré la balance. Je suis parti. Je suis rentré chez moi, dans la maison remplie de sueur et de paix. Le dimanche suivant était le 2e anniversaire de la mort d'Elena. Le ciel était d'un violet meurtri se reflétant sur la surface du lac Merritt. C'est là qu'Elena et moi nous promenions quand nous sortions ensemble. C'était son endroit préféré. Maya et moi nous tenions au bout du quai en bois. Le vent était vif, tirant sur le manteau de Maya. Dans ses mains, elle tenait un nouveau bateau. Ce n'était pas un chef-d'œuvre comme celui d'Elena. Il était massif. Les lignes n'étaient pas parfaitement symétriques. Les voiles étaient faites d'un mouchoir en coton que nous avions découpé ensemble. Nous avions passé les 3 derniers week-ends à le construire. Nous ne l'avons pas appelé l'esprit de Maya. Nous l'avons appelé le loup. Maya a tracé le nom que j'avais gravé dans le bois avec un fer à souder. Pourquoi le loup, papa, avait-elle demandé quand nous l'avons nommé. Parce que les loups protègent leur meute, lui ai-je dit. Ils sont féroces, mais ils sont loyaux. Ce bateau est solide. Il ne se cassera pas facilement. Nous nous sommes agenouillés sur le quai. L'eau clapotait contre le bois. Un son rythmique et apaisant. Tu penses que maman l'aime, a demandé Maya en me regardant avec ses grands yeux sombres. Je pense qu'elle l'adore, ai-je dit, la gorge serrée. Je pense qu'elle adore que tu l'aies fait de tes propres mains. Maman ne se souciait pas que les choses soient parfaites, Maya. Elle se souciait de l'amour que tu y mettais. Maya a hoché la tête solennellement. Elle a mis le bateau à l'eau. Il a tangué de manière instable un instant, puis s'est redressé. Le vent a attrapé la petite voile de coton et il a commencé à dériver vers le centre du lac. Nous l'avons regardé partir. C'était une petite chose simple et robuste. Il n'était pas enfermé dans du verre. Il était dehors, face aux vagues et au vent, tout comme nous. J'ai pensé à la lettre qu'Elena avait cachée dans la coque du premier bateau. Sois le loup. Je l'avais fait. J'avais montré les dents. J'avais démoli les structures qui menaçaient ma famille. Ça n'avait pas été joli. Ça n'avait pas été gentil. Aux yeux de mes parents, j'étais le méchant. J'étais le fils au cœur de pierre qui avait tourné le dos à son sang.
Mais alors que je me tenais là, tenant la main de ma fille, sentant la chaleur de ses petits doigts dans les miens, je connaissais la vérité. La gentillesse sans limite et l'autodestruction. La générosité sans responsabilité et de la complaisance. J'avais passé 30 ans à m'immoler par le feu pour tenir mon frère au chaud, et tout ce que cela a fait, c'est me réduire en cendres pendant qu'il se plaignait de la fumée. J'ai regardé l'eau. Le petit bateau devenait plus petit, naviguant courageusement dans le clapot. « Papa » a dit Maya. « Oui, bébé ?»« Il ne me manque pas » a-t-elle murmuré. Grand-mère, grand-père et Kevin. Est-ce que c'est mal? J'ai serré sa main. Non, ma chérie, ce n'est pas mal. Ça veut juste dire que tu sais ce que c'est que la paix. Nous sommes restés jusqu'au coucher du soleil. Nous sommes restés jusqu'à ce que le bateau ne soit plus qu'un point au loin. Une partie du lac, une partie du souvenir. Je nous ai ramenés à la maison. Nous nous sommes arrêtés pour une glace en chemin. Nous avons ri du désordre que nous avions fait. Nous avons vécu. Je n'ai jamais réparé la Porsche. Je n'ai jamais réparé ma relation avec mes parents. Certaines choses sont brisées au-delà de toute réparation. Et la chose la plus intelligente qu'un architecte puisse faire est de condamner le bâtiment et de recommencer à zéro sur un terrain solide. J'ai construit une nouvelle vie. Je l'ai construite sur une fondation de respect, pas d'obligation. Et dans cette maison, ma fille dort profondément, sachant que son père n'est pas seulement un pourvoyeur, c'est un protecteur. Et si jamais quelqu'un essaie de toucher à nouveau ce qui est à elle, eh bien, le loup veille toujours. Avant de terminer, je veux prendre un moment pour vous parler directement, de cœur à cœur. Cette histoire n'était pas seulement à propos d'une voiture ou d'un jouet cassé. Elle portait sur le piège dangereux de la dynamique de l'enfant prodige. Beaucoup d'entre vous qui écoutez sont peut-être le bouc émissaire ou le pourvoyeur de votre famille. Vous donnez, vous réparez, vous vous excusez en espérant qu'un jour votre famille vous appréciera autant qu'elle apprécie celui qui prend. La dure leçon que j'ai apprise est la suivante, vous ne pouvez pas acheter le respect avec la soumission. Mes parents n'aimaient pas plus Kevin parce qu'il était meilleur. Ils le cautionnaient parce que c'était plus facile que de le tenir responsable. En le protégeant des conséquences, ils l'ont paralysé. Et en leur permettant de m'utiliser, je n'étais pas un bon fil. J'étais complice de mon propre abus. Le véritable amour protège. Parfois, l'amour ressemble à dire non. Parfois, l'amour ressemble à un avis de saisie ou à un refus de payer une caution. Ça semble cruel sur le moment, mais c'est le seul moyen de briser le cycle. J'ai dû devenir le méchant de leur histoire pour être le héros de celle de ma fille. Si vous vous accrochez à une relation uniquement par culpabilité, demandez-vous, cette personne nourrit-elle votre âme ou la dévore-t-elle? Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour sauver votre propre paix? Était-ce la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire ou commentez simplement, bien, si vous croyez que fixer des limites est un acte de respect de soi. Je suis Andrew et j'espère que vous trouverez le courage de construire votre propre navire, un que personne ne pourra jamais briser. Merci de m'avoir écouté.